On va commencer maintenant. On va parler des capteurs tactiles, qui sont souvent des capteurs qui sont ignorés euh, ou peu abordés dans les cours de robotique mobile. Moi, c'est un capteur qui m'avait beaucoup fasciné lors de mes études de doctorat. Je vais d'ailleurs vous montrer une vidéo qui date de cette époque-là. C'est aussi, je pense, un capteur qui est très important bon, chez les humains, c'est un des premiers sens qui se développe, on ne se le cachera pas. Et en intelligence artificielle, on travaille beaucoup avec la vision, etc., etc. Mais il n'en demeure que les enfants, lorsqu'ils vont apprendre sur le monde, vont premièrement utiliser leur capteur tactile. La vision n'intervient que lors à peu près du 5e ou 6e mois. Avant ça, ils ont de la difficulté à voir plus loin que quelques décimètres devant eux. Donc, j'en parle. Et dans un sens, disons, un capteur, quand on parle de tactile, là, ça va, c'est vraiment des capteurs de contact. Là. On va pas aller de la peau à aller jusqu'à un pare-choc ici instrumenté. Et dans le cas du pare-choc, c'est vraiment en tout cas, dans la robotique mobile en recherche, c'est vraiment ce que j'appelle moi le capteur de dernière ligne de défense. Donc, c'est vraiment lorsqu'on rentre en collision avec un obstacle, il va y avoir des interrupteurs qui vont se déclencher lors du contact mécanique, qui vont faire arrêter le moteur. C'est pas des capteurs qui sont très informatifs par rapport au monde. Hein. C'est binaire, hein. Soit que le courant passe, soit que le courant ne passe pas dans l'interrupteur. Et donc, il y a aussi possibilité d'avoir des capteurs de pression au lieu d'avoir des capteurs binaires, là, mais disons que c'est un peu moins commun. Là. Sauf si on va faire de la recherche, par exemple, sur pousser des objets. Hein. Il y a beaucoup de recherches qui s'est faite sur l'art de pousser des objets avec des robots. Par exemple, pour avoir 3 robots qui vont venir pousser un cube pour faire des arrangements particuliers. Et quand je parlais tout à l'heure des capteurs de plus de niveau de peau, c'est intéressant parce qu'il y a eu des recherches qui sont faites ici à l'Université Laval, au département de génie mécanique, donc le laboratoire de Clément Gosselin particulièrement, où ils ont travaillé sur le concept d'une peau synthétique faite d'un caoutchouc qui est résistif. Donc, ils vont placer ce qu'on appelle du noir de carbone. Et lorsqu'on fait une pression sur le caoutchouc, ça va faire une déformation du, euh, du volume. Dans le fond, il va s'aplatir, puis il va se répandre. Donc, ça va changer la résistance électrique. Et ce qu'ils ont fait dans leur prototype, donc, ils ont inclus une matrice ici, là, des lignes de conductrices. Et ça fait donc une grille là, on appelle ça dans le jargon des taxels, donc des éléments de taxels. Donc, ça fait une grille de 4 par 4 taxels. Et on peut venir mesurer un point de contact, euh, approximativement aussi un peu la pression de ce point de contact-là, à l'aide de ces différents taxels. Euh, c'est intéressant aussi comme concept. Donc, en génie mécanique, il avait surtout développé au niveau des robots collaborateurs. Donc, si vous avez un robot, un bras robotisé qui est dans un lieu particulier, que vous voulez que le bras soit utilisé en présence d'humain, ben, l'idée, c'est si j'enrobe le robot de cette peau-là, ben, il va être capable de détecter les collisions avec l'environnement et pouvoir s'arrêter, par exemple, pour éviter de blesser une personne. En ce moment, c'est un des problèmes là, pour les robots de type industriel, les vrais gros robots industriels, c'est qu'on les place dans une cage et on n'a pas le droit de placer un humain dans la cage lorsque le robot est en opération. C'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, je pense l'année passée, ça arrive là, régulièrement, là, mais l'année passée, par exemple, il y a un, il y a un travailleur dans une usine justement qui s'est fait écraser entre le bout d'un bras d'un robot et un mur, s'est fait écraser par le bras robotisé. Donc, c'est très dangereux. Et d'ailleurs, une, une section très intéressante de robotique qui s'appelle la robotique collaborative, où on essaie de développer des robots qui vont travailler en collaboration avec des humains. Donc, souvent, c'est des robots qui ne sont pas très forts, donc mécaniquement, ils ne peuvent pas blesser les gens. Puis aussi, donc, il y a tout le concept des algorithmes de comment travailler en collaboration avec un humain là, qui doit être fait. Vous avez ici d'autres exemples de capteurs tactiles. Encore là, c'est basé sur la déformation de matériel. Là, vous avez ici un substrat là, de semi-conducteur, un espace ouvert. Vous avez ici des petites taches condu conductrices. Vous avez ici donc les deux électrodes. Là. Et enfin, à mesure qu'on fait une pression là-dessus, ce qui arrive, bien, il y a de plus en plus de chemins qui viennent se créer entre les différents circuits électriques. Donc, ça vient changer la résistance. On le voit ici. Donc,
la force ici à l'entrée et la conductance, donc qui est l'inverse de la résistance. Donc, on voit que c'est un capteur qui, à mesure que j'augmente la pression, la conductance augmente. Donc, j'ai de plus en plus de circuits électriques qui sont fermés. Mais notez que ce n'est pas un circuit qui est linéaire. Donc, ce n'est pas un capteur qui a une réponse, une ligne, c'est une courbe. Donc, il faut encore là, faire des tables de calibration, etc., pour être capable de le linéariser, par exemple. Dans le monde animal, on a les vibrisses, donc ce qu'on appelle les moustaches de chat, des fois, les poils ici, là. Ce sont des capteurs actifs. Plusieurs d'entre vous maintenant le savent, c'est quand même assez commun là, qu'on dit tout le temps de ne pas couper les moustaches des chats. C'est très, très, disons, nocif pour leur santé parce que justement, ils perdent cette vue dans le noir, là, si vous voulez. Et donc, ils vont se servir comme système de guidage, système de collision. Et c'est très, très sensible. À la base, ils vont avoir des réseaux de neurones, là, des neurones qui sont sensibles aux vibrations. Et les animaux vont être capables de savoir, vont récupérer beaucoup d'informations par rapport à ces patrons-là de vibration. Par exemple, ils peuvent savoir c'est quoi la position du point de contact sur la vibrisse, aussi la force, la vitesse de défilement d'une surface, peut-être aussi la texture de la surface. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'informations qu'on vient récupérer via ces vibrations. Vous avez ici un exemple d'une une blatte, là, une coquerelle. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est parce que ces insectes-là sont capables de se déplacer dans le noir très rapidement. Et à l'aide d'une caméra infrarouge, donc on peut voir ici la stratégie de déplacement. Donc, on voit la blatte qui vient placer une de ses antennes le long du mur. Et essentiellement, ils ont pu démontrer, il y a un article là, qui démontre, ils font une boucle la blatte fait une boucle d'asservissement. L'asservissement, c'est la distance entre le corps et le mur. Et elle est capable de mesurer cette distance-là à l'aide de son antenne. Ils ont pu mesurer les différentes constantes de la boucle d'asservissement en plaçant, par exemple, des obstacles. Là, on voit là, la correction qui vient de se faire parce qu'ici, on voit que c'est plus courbé parce que l'erreur, c'est une petite erreur dans le positionnement parce qu'il y a un obstacle non prévu. Et vous voyez comment après ça, l'insecte vient corriger sa position pour avoir à peu près la même distance entre l'obstacle et le mur. J'en parlais tout à l'heure. Donc, moi, au niveau du doctorat, j'avais justement travaillé un peu sur le côté tactile, sur l'utilisation des textures du sol. Donc, si vous avez un environnement qui possède différentes textures, là, on avait ici des tuiles, je ne sais pas c'est quoi le matériel, mais c'est très lisse. Puis j'avais placé un tapis ici. Et l'idée, c'est que moi, j'ai placé l'équivalent d'une vibrisse, mais c'était simplement une tige de métal avec un accéléromètre au bout. L'accéléromètre servant à mesurer des vibrations. Et l'idée, c'est que je voulais être capable d'avoir un robot qui, à l'aveugle, pouvait se maintenir sur un type de surface. Donc, on voit ici que le robot, lorsqu'il détecte un changement de texture, il va faire une trajectoire pour retourner sur le tapis. Lorsqu'il retourne sur le tapis, après ça, il revient, et ainsi de suite. Donc, c'est un robot essentiellement aveugle, mais qui était capable d'utiliser les textures du sol pour pouvoir se guider. D'ailleurs, les aveugles sont experts en ça. Là, avec la baguette, c'est important. La baguette a une certaine rigidité, justement, pour être capable de sentir les vibrations, les textures dans la paume de la main, pour identifier, par exemple, les types de sol, euh, et ainsi de suite, pour pouvoir faire de la navigation. Donc, ne négligez pas l'information au niveau tactile. Maintenant, au niveau des capteurs temps de vol, c'est une technologie qui est très utilisée, le temps de vol. Premier type de capteur par temps de vol, ça va être les sonars. On les appelle aussi parfois les capteurs ultrasoniques. Ils sont essentiellement basés sur le même principe que les chauves-souris. Puis là, je fais des grands guillemets ici là, parce que les chauves-souris ont une capacité de traitement de signal qui est beaucoup plus élevée. À partir de quelques rebonds sonores, ils sont capables d'avoir une bonne idée tridimensionnelle de l'environnement. Ici, c'est vraiment juste une mesure unique là, de distance. Alors, ce que notre capteur va faire, va émettre ce qu'on appelle dans le jargon un chirps. Donc, c'est une impulsion sonore. Et souvent, dans les capteurs ultrasoniques, l'émetteur et le récepteur, c'est exactement la même composante physique parce qu'un haut-parleur, c'est un microphone et un microphone, c'est un haut-parleur, si vous voulez. Donc, notre sonde va envoyer le chirp. Le chirp va rebondir sur une surface et va retourner vers le récepteur. Bien, dans le fond, il va y avoir une onde sonore qui va se répandre, puis on va être capable de récupérer. Donc, on va avoir un retour d'écho, si vous voulez. Notre chirp va donc avoir traversé 2D étant la distance entre le capteur et l'obstacle.
Et à partir donc de cette information de temps-là, on va être capable de retrouver la distance. Par contre, il y a plusieurs défis. Premièrement, on doit être capable de détecter cet écho-là, parce qu'il y a quand même d'autres zones sonores qui circulent dans l'environnement, donc ce n'est pas toujours évident. Ensuite, lorsqu'on a détecté le retour de l'onde sonore, de l'écho, on doit ensuite mesurer, estimer la distance. Ça va être donc basé sur le temps de vol, d'où le nom du concept de temps de vol. Donc, on doit se baser sur la vitesse du son dans l'air, qui est à peu près 330 mètres par seconde. Et la distance D, donc ça va être la vitesse fois le temps. Donc, on mesure le temps. On divise par 2 parce qu'on a fait un aller-retour. Donc, notez ici, déjà là, V, ce n'est pas une constante universelle. Hein. Pas la vitesse du son dans l'air va dépendre de la température, de l'humidité, etc. Donc, déjà là, la précision va être affectée en fonction des conditions climatiques en cours. Il va aussi y avoir une distance minimale, principalement pour les situations où l'émetteur et le récepteur, c'est la même composante physique, parce que lorsqu'on fait le chirp, on excite notre composante. Il faut lui laisser un certain temps pour laisser, dans le fond, les vibrations s'atténuer. Et après ça, donc ici, c'est à peu près la règle du pouce, c'est à peu près 165 fois la longueur du chirp. Là, donc, ça donne à peu près 21 cm de temps de voyagement. Là. Ça veut dire que pour les premiers 20 cm, notre système est complètement aveugle. Il ne peut pas recevoir d'écho parce qu'il est en train de laisser la composante perdre son énergie d'excitation. Si vous avez un système où vous avez un émetteur et un récepteur qui sont différents, là, c'est possible, dans le fond, de minimiser cette distance-là minimale, puisque ce n'est pas la même composante physique. Notre faisceau, c'est une onde sonore. Les ondes sonores, c'est pas comme des rayons laser, là, ça ne va pas être une ligne parfaitement droite. Là. Donc, notre faisceau idéal n'existe pas pour le sonore. Donc, quand on regarde les spécifications d'un sonore, il va nous spécifier c'est quoi la largeur du faisceau. Par exemple, vous allez avoir des faisceaux qui peuvent être très, très larges. Donc, disons que c'est l'angle 0. Là. La valeur ici, c'est la puissance d'émission en fonction de différents angles. Donc, on voit ici que le faisceau serait quand même très large. On parlerait d'à peu près un faisceau de peut-être, je ne sais pas moi, 120 degrés de largeur. Donc, très, très large. Alors qu'ici, ce serait un faisceau, par exemple, plus étroit. Donc, on émet beaucoup d'énergie dans une direction principale. Après ça, on a un premier lobe qui vient s'éteindre, un deuxième lobe, et ainsi de suite. Ces lobes-là, c'est juste dû à la physique de la construction. Là. Je ne pourrais pas vous donner exactement l'équation de pourquoi de ce phénomène-là, mais l'idée, c'est que quand j'ai une composante qui essaie d'émettre des ondes sonores, la largeur du disque, par exemple, si je ne m'abuse, plus le disque va être large, je pense, plus on est capable de faire un faisceau qui va être étroit, plus le disque est ponctuel, plus le faisceau va être large par définition. Je pense une relation de la largeur du disque par rapport à la longueur d'onde utilisée. Puis il y a probablement aussi d'autres aspects qui interviennent là-dedans. Donc, c'est à la conception même, à la fabrication. On détermine, on caractérise, puis on dit, ben voilà, pour cette conception-là, voici la taille du faisceau. Et si on en veut un plus étroit, ben, il faut magasiner pour trouver un capteur qui a un faisceau plus étroit. Mais vous allez avoir des limites physiques. Vous ne pouvez pas avoir un capteur idéal. Je pense en théorie, si vous voulez avoir un capteur idéal, ça vous prendrait une infinité d'émetteurs avec un déphasage. Puis vous seriez capable d'avoir un capteur idéal. Personne ne veut acheter une infinité de capteurs. Donc, comme un nombre fini d'émetteurs, etc., etc., là, ben, la largeur du faisceau va être déterminée un peu par ça. Mais c'est vraiment des trucs, c'est un peu comme dans les antennes et tout ça, c'est des trucs, propagation des ondes, génération des ondes. C'est très intéressant, mais c'est aussi très complexe. Donc, vous avez sûrement compris maintenant. Si je parle de la largeur du faisceau, c'est parce que ça va avoir un impact. C'est assez clair. Donc, si j'ai un cône qui représente, dans le fond, la zone qui est peinte par mon écho, puis j'ai un obstacle présent quelque part dans le cône, ben, l'écho qui provient de l'obstacle ici ou l'écho qui provient de l'obstacle là vont être sensiblement les mêmes. Donc, ça veut dire que, essentiellement, mon capteur, ce qu'il va me dire, c'est quelque part dans cette banane-là ici, là, j'ai un obstacle. Mais je ne peux pas dire où exactement. Okay. La distance, c'est quand même
relativement précise, mais la position angulaire ici, là, surtout pour un faisceau très, très large, la position angulaire va être horrible. Vous savez juste qu'il y a un obstacle devant vous, essentiellement. Donc, ça va poser problème, hein, puisqu'on essaie d'estimer des choses dans l'environnement. Ne vous en faites pas, c'est pas entièrement perdu. Ce qu'on peut faire, c'est des stratégies où on va déplacer le robot pour venir prendre des mesures dans d'autres directions. On est capable de venir raffiner la position des obstacles si c'est ce qu'on désire faire. Notez aussi que l'usage que vous voulez faire, si vous êtes intéressé à faire de la cartographie sonore, ce que les gens ne font plus en ce moment, là, mais dans les années 80-90, ça se faisait, là, ben, essentiellement, on veut avoir un faisceau le plus étroit possible. Mais si c'est juste un sonore pour des questions de sécurité, savoir est-ce qu'il y a un obstacle devant moi, ben, dans le fond, les faisceaux larges peuvent être très bons parce que dans le fond, avec un capteur, je vais être capable de couvrir, par exemple, l'ensemble du devant du véhicule. Hein, si vous êtes, par exemple, pour les voitures, vous ne voulez pas savoir exactement où se trouve l'enfant que vous allez écraser avec la voiture. Hein? Vous voulez juste savoir est-ce qu'il y a un enfant ou pas devant la voiture, puis appliquer les freins automatiquement s'il y a un enfant devant la voiture. Aussi, les ondes sonores étant des ondes, la physique des ondes, parfois des trucs qui peuvent être un peu clair-obscurs. Un concept important en physique des ondes, c'est les objets qui sont plus petits que la longueur d'onde sont essentiellement indistinguables l'un de l'autre. OK? Ce qui fait que, par exemple, ici, vous avez ici un radar militaire de l'armée israélienne. Donc, vous avez notre antenne ici, c'est une coupole, mais comme vous remarquez, c'est un grillage, ce n'est pas une coupole qui est lisse et fermée. Pourquoi? Ben, c'est que dans le fond, le grillage est plus fin que la longueur d'onde du radar. Donc, pour le radar, l'onde radar, lui, c'est une surface qui est lisse et uniforme. Il ne peut pas voir les trous dans le grillage. Puis le grillage, dans le fond, c'est métallique, donc ça agit comme un réflecteur. Donc, il y a aussi cette problématique-là. Si j'ai un sonore qui a une longueur d'onde de 15 cm, ben, essentiellement, entre 0 et 15, entre 0.001 cm puis 15 cm, pour lui, le sonore, c'est à peu près la même chose. Il va avoir le même. Il ne va pas être capable de distinguer. Ça donne des situations où, par exemple, si vous avez, à l'époque, dans les années 80-90, les robots mobiles, c'était dans les laboratoires. Vous avez vu les tuiles, la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec le robot qui se promenait en aveugle. C'est des tuiles qui sont lisses, mais vous avez des petites craques au coin des tuiles. Ben, parfois, le sonore, par exemple, va être capable de distinguer cette craque-là. Il va avoir une réflexion. Parce que même si la craque elle est petite, ben, elle est en bas de la longueur d'onde du sonore. Donc, pouf, il la voit apparaître, lui, comme étant un obstacle présent devant lui. Est-ce la raison pour laquelle on a des petits trous dans le micro-ondes? Oui, parce qu'on veut être capable de regarder dans notre micro-ondes. On ne veut pas que le micro-ondes nous chaude des ondes dans les yeux. Donc, la grosseur des trous. Et dans le fond, elle est plus petite que la longueur d'onde. Donc, ça veut dire que l'onde radio du micro-ondes ne peut pas traverser de l'autre côté, même si nous, on peut voir. Par contre, la longueur d'onde de la lumière visible, qui est de l'ordre du nanomètre, elle est franchement plus petite que la grosseur du trou. Donc, vous voyez comment la physique des ondes va venir intervenir. Puis, j'en parle. Pourquoi? Parce que de bien comprendre comment les capteurs fonctionnent, ça vous dit, vous n'êtes pas surpris après ça quand vous relâchez votre robot dans l'environnement en disant, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas capable d'avoir X, Y, Z. Mais c'est parce que c'est ça, la physique elle-même dicte que ce n'est pas possible avec ce type de capteur d'être capable d'avoir telle chose. Ouais, François, je ne te conseille pas de l'allumer. Écoute, peut-être essaie de l'allumer ton micro-ondes pendant que ton cellulaire est dans ton micro-ondes, voir si le signal rentre mieux. Hein? Réflexion spéculaire. Donc, toute surface lisse pour un sonore va apparaître comme étant un miroir. On en a parlé tout à l'heure. Hein? Si vous avez des surfaces qui sont miroitées, l'information va se perdre pour l'infrarouge. Ça va être la même chose pour le sonore. Donc, si vous avez un mur ici très lisse, mon sonore va avoir une onde sonore, le signal va être perdu. Absence de retour. Donc, soit que j'ai pas d'obstacle, soit que j'ai un obstacle qui est dans des conditions qui sont pas très bonnes. Il va aussi avoir ce qu'on appelle un effet de coin de cube. Les pièces ont généralement des coins. Donc, ce qui va arriver, c'est que notre sonore va envoyer son onde, va être en théorie perdu pour la première réflexion. Le deuxième mur va faire, dans le fond, l'écho et le signal va revenir.
Donc, il va détecter donc une surface qu'on appelle fantôme, qui est située plus loin que le mur ici. Donc, souvent, quand on regarde les cartes sonores, là, on voit donc notre robot qui est situé, par exemple, ici. Là, on va voir notre mur ici, notre mur là, puis on va voir apparaître une espèce de mur fantôme, comme ça, en diagonale, dans le coin, qui est dû à ce phénomène-là qu'on appelle le coin cube. Encore là, il faut que l'algorithme soit capable d'interpréter cette difficulté de signal-là. Notez que cet effet de coin cube-là est très utilisé. Là. Quand vous prenez les marinas, on voit souvent ça sur le dessus des bateaux, là. Cette structure-là en métal. Ben, c'est quoi? C'est un coin cube pour les radars, de sorte que le radar de la marina ou du port puisse très bien vous voir. Parce que dans le fond, un coin de cube, dans le fond, ça fait qu'un rayon qui rentre va sortir exactement dans la même direction. Donc, essentiellement, vous vous envoyez vraiment un beau signal fort au radar du port pour faire votre suivi. Même chose pour les catadioptres sur les vélos, là, c'est tous des mini coins de cube. D'ailleurs, ils en ont déposé un sur la Lune. Je me souviens plus si c'est Apollo lequel. On l'utilise pour mesurer avec un laser la distance Terre-Lune régulièrement. On vous donne ici une idée de la carte qui est produite avec un robot mobile dans une pièce, hein, avec un sonar. C'est pas très élégant. Donc, vous les voyez justement un petit peu des échos un peu partout. Ça ici, c'était peut-être, comme je vous dis, des cracks dans un plancher. C'est pas très joli. Mais à l'époque, bon, c'était ce qu'on pouvait se permettre en termes de capteurs. Il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est quand même suffisant pour déjà avoir une certaine compréhension de l'environnement. On voit donc des espaces qui sont libres. On voit approximativement où sont les murs. Ça, c'était probablement peut-être un cube qui était placé là, ainsi de suite. Mais on voit quand même, on est capable d'avoir une compréhension de l'environnement à partir de notre capteur, même s'il n'est pas si sophistiqué que ça. Important, je n'avais déjà parlé. Notre cours, ça va être de gérer justement ces incertitudes-là, de comprendre les modèles de capteurs pour être capable de dire comment est-ce que je peux, sachant toutes les faiblesses de mon capteur, être capable d'essayer de distiller une information utile pour accomplir mes tâches. À l'époque, on faisait beaucoup de recherches avec ces robots, des robots qui étaient de type comme des espèces de cylindres avec des roues. Là. Nous, on les appelait affectueusement des moving trash cans. Puis, pour pouvoir avoir une bonne couverture de l'environnement, il y avait comme une espèce de disque qui était placé dans l'empilement des composantes du robot cylindrique qui contenait des sonars. Et là, si vous vous rappelez, ça, c'est un capteur actif. Puis un des défauts des capteurs actifs, c'est des problèmes d'interférence. Donc, si ces deux sonars-là déclenchent, ben, lors de la réception, je ne pourrais pas distinguer à savoir est-ce que le chirp qui est envoyé est-ce que le chirp que je reçois vient de ce sonar-là ou vient de ce sonar-là. Ce ne sera pas possible de le distinguer. Donc, la stratégie qui était utilisée à l'époque pour éviter ces problèmes-là de crosstalk, en français, de diaphonie, c'était une stratégie de dire, ben, je vais activer mes sonars qui sont les plus loin possible à un niveau angulaire. Donc, par exemple, on va activer celui-ci avec celui-ci. On va attendre un moment. Après ça, on va activer celui-ci, celui-ci. On va attendre un moment. Après ça, celui-ci, celui-ci. Attendre un moment. Après ça, celui-ci, celui-ci, et ainsi de suite. Donc, on faisait comme varier le plus possible la direction des sonars qui sont déclenchés, en laissant toujours un certain temps pour réduire un peu la cacophonie ambiante, parce que c'est pas évident, là, mais j'avais des collègues qui en faisaient beaucoup là, à l'époque du mapping par sonar. Ils me disaient après quelques minutes, parce qu'une pièce c'est carré, un plafond et tout ça, là, après quelques minutes, l'environnement est comme saturé de rebonds d'ondes sonores. Il devait vraiment laisser quelques secondes, laisser toutes les ondes sonores disparaître, puis après ça recommencer le processus. Ce n'est pas possible de fournir des modulations différentes. Ce sont des chirps qu'on envoie. Et dans la théorie du signal, plus un phénomène est court, plus c'est difficile d'y attribuer une fréquence, essentiellement. Sur une belle fréquence, il faut t'envoyer un signal qui est très, très long, alors qu'un signal qui est très, très court, la fréquence est comme plus diffuse. À l'extrême limite, par exemple, si tu envoies une impulsion, ça contient toutes les fréquences au complet. Alors, comme tu veux avoir une impulsion qui est la plus étroite possible pour avoir une mesure de distance la plus efficace possible, plus précise possible, ben, ça te condamne à ne pas être capable de choisir beaucoup les fréquences. Tu peux choisir un peu les fréquences, mais ça va être relativement large dans le spectre.
Mais l'idée, elle est très bonne en passant. C'est-à-dire de fournir des fréquences différentes. Mais c'est pas, dans l'ensemble, c'est pas très possible, là. Même les voitures Tesla en ont des sonores. D'ailleurs, la plupart des voitures en ont depuis une dizaine d'années. Les voitures qui font le stationnement automatique le font, ou juste pour des détections de collision. C'est un capteur qui est quand même très, très utilisé. Notez qu'on ne l'utilise pas pour faire de la conduite autonome à longue distance. C'est vraiment à très courte distance, comme je vous dis, les stationnements ou la détection d'obstacles lorsqu'on recule, là. Donc, c'est quand même très pratique. Un des avantages notables d'un sonar, c'est que vous pouvez le salir un peu. Caméra, si vous beurrez la lentille, ça va être difficile de prendre des images. Alors que le sonar, même s'il y a un peu de poussière sur le- la sortie du sonar, c'est pas problématique. Donc, c'est des capteurs qui sont quand même très robustes. Si vous voulez, ce qui perd en résolution, il gagne en robustesse. Et quand on regarde donc la série de capteurs sur un Tesla, là, donc vous voyez ici, par exemple, le radar ici à l'avant, une caméra ici qui est une portée effective de 250 mètres, donc c'est un champ de vision plutôt restreint. Donc, il y a quand même une couverture 360 degrés, bien évidemment, avec les caméras. On voit, par exemple, ici, les capteurs ultrasoniques. Là, il y en a un ici, ici. Là. On parle d'une portée d'à peu près 8 mètres pour la mesure des. Ça, c'est probablement je vous dis, le stationnement ou les obstacles très, 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 très proches du véhicule. Ah, je pense ici, excusez, ils sont plutôt ici, les capteurs. On le voit ici, là, l'ultrasonique. Dans une couverture 360 ultrasonique sur notre véhicule. Mais comme je vous dis, ça, c'est utilisé là, surtout pour des trajectoires là, de stationnement et tout et tout. Autre capteur 30 volts très utilisé, d'ailleurs, c'est probablement un des plus utilisés en ce moment en robotique mobile, ça va être donc le télémètre laser, donc Laser Rangefinder, qu'on utilise, on lui fait référence par son acronyme LIDAR. Encore là, ça va être une mesure de temps de vol. Là, je mets entre guillemets parce qu'il va y avoir différentes techniques de mesure de temps de vol. Donc, on va envoyer une impulsion laser. Et après ça, donc, lorsque notre laser va impacter une surface, il va y avoir un écho lumineux qui va être diffus, qui va être réémis par la surface. Et on va avoir ici un récepteur qui va récupérer, donc, qui est sensible à la fréquence de la lumière qui est envoyée. Et on va essayer de découvrir, de calculer c'est quoi le temps entre l'émission de mon impulsion laser et la réception de cette impulsion, de l'écho ici diffus. On peut la mesurer de différentes façons, soit par un délai. Le problème, c'est que ça prend une horloge qui est très rapide et très précise parce que la lumière, ça voyage très vite. C'est 300 000 km par seconde. Donc, ça vous prend des horloges là, de l'ordre de la dizaine, sinon la centaine de gigahertz. Donc, c'est pas à la portée à l'époque, en tout cas, ça coûtait très cher. Maintenant, c'est moins pire. L'autre possibilité, c'est faire ce qu'on appelle différence de phase. Donc, au lieu d'envoyer une impulsion lumineuse, on va plutôt envoyer un signal lumineux ondulé, peut-être, je ne sais pas, 10 MHz, 20 MHz. Et après ça, dans le fond, le récepteur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le signal d'émission avec les réceptions. Puis on va regarder c'est quoi c'est facile. Disons que c'est plus facile de faire des circuits électroniques pour mesurer des différences de phase que de faire des horloges précises à un 10 milliardième de seconde, là. Donc, on vient juste mesurer la différence de phase entre le signal émis et le signal reçu. Donc, souvent, c'est les capteurs, les lidars, disons, à faible coût, ça va être des différences de phase, alors que les lidars plus chers, plus précis, ça va être par délai mesuré. Ces lidars ont une précision de l'ordre du millimètre, généralement. La portée dépend beaucoup donc de notre laser, donc dépendant de la puissance émise par le laser. Aussi la largeur du faisceau. Si le faisceau est très, 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 très étroit, la portée va être plus grande. Par exemple, je le mentionnais tout à l'heure, on est capable de mesurer la distance Terre-Lune, qui est quand même à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres là, de la surface. Là. On peut la mesurer quelques centimètres près avec des lasers. Encore là, on va avoir le même problème que pour notre capteur infrarouge. Hein. On va être tributaire de la surface à l'autre bout ici. Là. Par exemple, vers notre lidar, ben, il va passer au travers. D'ailleurs, quand les véhicules qui font de la cartographie se promènent dans les rues, ils sont capables de mesurer parfois la grandeur des pièces des maisons parce que le lidar rentre à l'intérieur des maisons.
Il y avait aussi, je pense, à un moment donné, un projet avec la Défense nationale, justement, qui était capable de mesurer, de faire la cartographie non seulement d'une ville, mais aussi des pièces dans les maisons, justement, parce que le lidar pénètre les fenêtres, donc ce qui peut être utile lors des situations de combat en zone urbaine. Les objets noirs aussi vont être problématiques. La portée maximale détectable souvent va être réduite. Les grilles d'aération on n'est pas dans une salle de classe, mais souvent à l'Université Laval, on voit ça, les grilles d'aération à peu près à 2-3 pieds du sol. Ben, c'est une grille d'aération là, puis le lidar rentre, ben, c'est un manche lidar, le lidar, le faisceau, il ne ressort pas. Là. Donc, pour le robot, lui, il va penser qu'il y a une belle porte, puis il va aller foncer dans la grille. Encore là, comprendre son capteur, ça peut éviter des problèmes. Bonne question de Samuel. Une différence de phase de pi sur 2 pourrait-elle être aussi une différence de phase de 5 pi sur 2? La réponse est oui. Donc, tu peux mesurer la phase, mais tu ne peux pas mesurer laquelle. Donc, tu as le rep to pi qui se fait de façon systématique. Donc, les capteurs par mesure de différence de phase, si je n'utilise qu'un seul signal, les portées peuvent être réduites, peut-être une portée de 4 à 6 mètres. Parce qu'après ça, si on fait le 10 MHz, puis on regarde la longueur d'onde de 10 MHz, là, ça va donner à peu près ça, je pense, 8-10 mètres. Si tu veux augmenter la portée, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu envoies tu envoies un signal, par exemple, à 10 MHz, un signal à 15, un signal à 33 MHz. Puis après ça, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une combinaison particulière de distance qui va être capable de donner la même phase. Ça te prend des phases là, qui ne sont pas des facteurs un de l'autre. Tu vas être capable de retrouver donc une distance qui est plus grande. Par contre, là, on voit que le processus est plus long. Il faut que j'envoie plusieurs signaux à intervalles rapides là, pour être capable de venir faire ces mesures-là pour tenir compte justement de l'enroulement de la phase là, de notre signal. C'est une excellente question, Samuel. Question de Félix. Plus on va avoir de véhicules sur la route avec toutes sortes d'émetteurs d'ondes diverses, sonores, lidar, est-ce qu'on va avoir un problème de détecter les ondes des autres véhicules automatiques émettant des ondes semblables? C'est une bonne question. En ce moment, l'hypothèse des véhicules autonomes, c'est que je suis le seul à shooter des lasers. Peut-être qu'un jour, effectivement, on va avoir un problème de sursaturation d'émissions d'ondes radio-visuelles par tous les véhicules qui roulent. Il n'en demeure pas moins que si on utilise des systèmes par mesure de phase, ben là, c'est tout ce qu'on aurait besoin de faire, c'est que chacun des véhicules émet, un émet à 10,001 MHz, l'autre à 9,997 MHz, et ainsi de suite. Donc, on pourrait éviter un certain recoupement. Puis aussi, il faudrait que le beam, les deux beams arrivent à le même endroit au même moment, ce qui est relativement difficile. Sachez que certains ont voulu démontrer que c'était possible de faire des attaques justement adversarielles. Donc, il y avait des systèmes optiques qui mesuraient les faisceaux lidar entrants et les autres, ils réenvoyaient des impulsions lumineuses pour confondre le lidar. Et c'est possible, oui, d'avoir un système actif qui pourrait confondre un lidar en générant une impulsion lumineuse supplémentaire, par exemple, plus forte et avec un certain délai pour donner l'impression au lidar qu'il y a un obstacle, un plus gros obstacle plus loin que le véhicule. Donc oui, c'est un des problèmes. D'ailleurs, ça fait partie des difficultés des capteurs actifs. Il peut y avoir des problèmes d'interférence. Pour l'instant, on n'en parle quand même pas trop, là, mais peut-être qu'un jour, ça va être un peu plus problématique. Alors oui, on peut utiliser toujours des capteurs non actifs pour confirmer ce qu'on reçoit. Notez aussi qu'on peut confondre un capteur passif. Hein. Si vous placez un écran de télévision sur votre voiture, vous pouvez placer des images de chats et de chiens, puis ça va confondre le système de perception de la voiture derrière, possiblement. Alors oui, François, effectivement, comme je le disais, les hackers peuvent, en théorie, venir perturber ces signaux-là. Il y en demeure pas moins, hein, à l'impossible ne l'est tenu, c'est impossible d'avoir un véhicule 100% résistant à tout, parce qu'à la limite, vous me dites, oui, si je fais un système qui est résistant au lidar, est-ce qu'il va être résistant au lance-roquettes? Ça ne va pas résistant au lance-roquettes. Si on veut vraiment créer des problèmes, c'est possible. L'idée, c'est est-ce que c'est difficile ou pas, c'est le coût que ça engendre. Je pense, à mon avis, le problème de sécurité des véhicules autonomes, ça va être beaucoup plus une question de s'assurer qu'il n'y a pas de code malicieux qui tourne sur le véhicule, parce qu'imaginez demain matin que une puissance hostile
disait qu'à 10h20, à 8h37 le lundi matin, à une date précise, toutes les voitures braquent le volant à droite. Ça ferait énormément de dommages à une nation. On parlerait d'une quantité phénoménale de véhicules, en plus des accidents que ça causerait. Donc, je vous dirais, moi, c'est plutôt au niveau du code qu'il y aurait plutôt des problèmes. On parle ici on vote pour un système de rail. Ben, ça, c'est le tramway. Hein? C'est déjà difficile de le faire passer à Québec, le tramway. Imaginez de le faire passer au niveau mondial. Ça serait plutôt difficile. Mais bon, François, je t'invite à, écoute, si ça tente en politique municipale, tu pourras lancer tes idées aussi. C'est pas gagné d'avance, il paraît. Vision illustrée d'un lidar ici. Donc, c'est un lidar 2D. Donc, vous avez compris que mon lidar, c'est un rayon à la fois. Là. Donc, c'est foncièrement c'est un appareil de mesure une dimension. Si je veux avoir une deuxième dimension, si je veux le transformer en 2 dimensions, on le fait par l'ajout d'une pièce mécanique rotative, donc un miroir. Donc, vous avez la fameuse compagnie ZIC, qui était une des premières à fabriquer de ces lidars-là 2D. Et on voit ici donc l'idée, là, vous avez votre miroir ici, le rayon qui part d'en haut. Et là, on fait un balayage de l'environnement et on voit ici un petit peu une vision un peu simplifiée là, des retours d'écho. Donc, on voit qu'on est capable d'avoir une espèce de mesure 2D de l'environnement. Donc, dans une tranche de l'environnement, on vient prendre des mesures. Notez ici, là, quelqu'un qui avait démonté un lidar SIC, là, on le voit ici très bien, justement, ce fameux encodeur optique qui est utilisé pour mesurer l'angle du miroir. Donc, à l'aide d'une mesure d'angle ici, mesure 1D, je suis capable d'avoir des mesures en coordonnées polaires de l'environnement. Tout comme on avait un impact sur les mesures pour la largeur du faisceau pour un sonar, on va avoir un peu le même problème ou la même théorie pour un faisceau. Oui, effectivement, c'est ça, les fameuses machines de café de robotique, de compétition robotique, c'était ça, c'était les lidars ZIC. Donc, le faisceau de la lidar va aussi avoir un impact sur les mesures, clairement, avec un lidar. Donc, par exemple, ici, imaginez que vous avez un robot équipé d'un lidar, j'ai une chaise avec 4 pattes, là, puis là, dans le fond, c'est une tranche là, de l'environnement vu de haut. Là. Donc, à la hauteur du lidar, la chaise, tout ce que c'est 4 pattes. Hein, c'est tout. Donc, c'est des obstacles qui sont relativement ponctuels. Et si mon lidar a un faisceau qui est très, très fin, lorsqu'il fait son balayage de l'environnement, vous voyez qu'est-ce qui peut se produire? Ben, la probabilité que le lidar frappe une des pattes peut être relativement faible. De sorte que ce qu'on va voir comme mesure, donc c'est ces points-là ici, ben, l'interprétation qu'on peut faire du monde, c'est que dans le fond, il y a un seul obstacle qui est situé ici. Donc, le robot pourrait être tenté de venir faire une trajectoire qui viendrait, dans le fond, entrer en collision avec les pattes de la chaise. Donc, quand je vous disais, placez-vous toujours dans la tête dans la tête et dans les yeux de votre robot. Le robot rentre en collision avec des pattes de chaise. C'est peut-être que le capteur que vous utilisez pour détecter l'obstacle n'est pas approprié. Hein, l'algorithme derrière ça ne peut pas inventer des mesures. Et lui, on lui donne ça, il doit faire avec. Effectivement, lorsque le robot se déplace, c'est donc la force justement de la robotique mobile. C'est à mesure que je me déplace, je prends l'information dans des points de vue différents et à des moments différents. Et il se peut qu'à ce moment-là, justement, je puisse accumuler l'information et dire, ben, 30% du temps, mon lidar déclenche là. Donc, il y a probablement un obstacle. Alors que si le lidar déclenche 99% du temps, là, je vais dire, il y a très certainement un obstacle là. S'il déclenche 2% du temps pour une case, je vais dire, ben, c'est peut-être juste une ou deux données aberrantes et c'est tout. Donc oui, il peut changer d'avis. Et c'est pour ça lorsqu'on se déplace, continuellement, on ramasse de l'information pour justement être capable de changer d'avis. Si vous voulez, on raffine notre compréhension du monde à mesure qu'on se déplace. On parle ici avec Samuel, donc à mesure qu'on se rapproche, donc la patte de la chaise va grossir de façon angulaire. Donc, effectivement. Par contre, la difficulté, ça peut être est-ce que la vitesse de déplacement du robot va être telle que la distance de freinage sera trop courte? Parce qu'on s'entend, là, c'est plus facile de faire la robotique mobile quand notre robot bouge très, 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 très lentement.
Mais d'un point de vue pratico-pratique, il n'y a personne qui veut un robot qui bouge très lentement. Donc, essentiellement, on veut le faire bouger le plus vite possible avec des marges de sécurité. Donc, il y aurait le problème de ce qui va avoir ce qui va avoir le temps de freiner. Il y a aussi une question d'acceptation sociale. Euh, Nous, les humains, quand on se regarde l'un l'autre, on est capable d'avoir ce qu'on appelle le theory of the mind. On se regarde, on peut arriver un peu à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et on essaie de faire un peu la même chose avec un robot mobile. Donc, si vous avez votre robot balayeuse qui se promène, qui s'en va à pleine vitesse vers des chaises et qui, d'un coup sec, arrête parce que là, vient de voir la patte de chaise, bien que le robot va avoir réussi à effectuer sa tâche, c'est-à-dire se déplacer, se rentrer en collision, nous, en tant qu'humains, on va dire, on va dire, donnez-moi 2 instants, s'il vous plaît. Désolé, c'est les joies de la pandémie avec les enfants à la maison. Donc, le robot va faire une réaction soudaine et nous, en tant qu'humains, on va dire ce robot-là, c'est pas bon. On va le retourner au magasin. Alors, il y a aussi ce côté-là, c'est les robots qui sont imprévisibles n'ont pas tendance à être des robots qui vont être acceptés par les humains. Autre question, donc Jérémy, connaissant les incertitudes liées à nos mesures, est-ce qu'on peut faire une carte du monde probabiliste au lieu de binaire? Ça aiderait peut-être à ne pas rentrer dans les trappes d'aération ou dans les chaises. Excellente question. Effectivement, c'est ce qu'on va faire, les grilles d'occupation. On va prendre des mesures justement, puis au fil du temps, pour chacune des cases, on va considérer que c'est une probabilité de présence d'obstacles. Et à mesure qu'on se déplace, on va être capable justement de mettre à jour ces cases-là. Et oui, au lieu d'avoir binaire, essentiellement tout le cours, on va jamais faire du binaire. On va vraiment y aller avec des probabilités. Il y a un coût quand même à mettre à jour la carte. On s'entend. Puis aussi, ces cartes-là impliquent que tu connais la pose du véhicule parfaitement. Parce que si tu connais mal la pose du véhicule, ben, quand tu viens mettre à jour les cases de la carte, ben, tu vas avoir un décalage entre tes mesures et la réalité. Donc, encore là, ça a l'importance de la localisation. Donc, d'excellentes questions ici. Alors, un faisceau plus large pour un lidar va être un faisceau donc, qui va être intéressant au niveau sécurité. Parce que notre faisceau étroit va donner une portée plus grande, une bonne résolution spatiale. Donc, si je veux faire une carte 3D précise d'environnement, c'est très bon, un faisceau étroit, et genre des angles morts. Alors qu'ici, un lidar plus de type pour la sécurité, là, de s'assurer d'un déplacement sécuritaire d'un robot mobile. On va utiliser un faisceau qui est beaucoup plus large. Là, ici, j'ai exagéré la largeur du faisceau, mais vous le voyez ici. Et ce qu'on veut essentiellement, c'est qu'à chaque pas de déplacement, il y a un recoupement entre les beams, de sorte que j'ai peint 100% de l'environnement avec mon lidar. Et là, dans ce cas-ci, clairement, on va toujours voir les pattes des chaises. Par contre, il n'y a rien de gratuit en ce moment. On va avoir un autre problème. Là. Parce que là, vous voyez ici, je vais avoir un premier écho lidar qui va arriver, qui va être généré par cette patte-là. Donc, ici, quand j'avais juste un écho fort du mur, c'était facile. Je prenais une mesure de distance. C'était bien. Mais là, ici, j'ai un problème. Qu'est-ce que je fais? Là? Est-ce que je vais avoir un écho ici? Je vais avoir un écho ici et je vais avoir un écho là. Donc là, je vais avoir 3 échos, par exemple, dans ce beam-là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne le premier, le deuxième, le troisième, la moyenne? Ben, ça va dépendre du manufacturier. Par exemple, certains manufacturiers, les autres, ce qu'ils vont dire, vont retourner à peu près la moyenne des mesures. Okay. Donc, ils vont donner un point ici qui n'existe pas vraiment. Là. On appelle ça souvent des points fantômes, là. Des points ombres, des shadow points. Parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire dans leur algorithme du capteur. D'autres capteurs vont vous dire on retourne les 2 premiers échos. D'autres vont vous dire on retourne le dernier écho. D'autres aussi, donc premier, dernier, et ainsi de suite. Donc, il faut regarder les spécifications du manufacturier. Ils vont vous dire quels échos ils vont retourner dans votre système. Pour l'exercice ici, j'ai décidé de faire la moyenne parce que certains capteurs le font. Donc ici, disons que le faisceau a tellement bien peint la patte que c'est le seul qui récupère, et ainsi de suite. Donc là, on va voir apparaître le fond, ici, le mur. À mesure que je me déplace, vous voyez, oups, pardon, ainsi de suite.
Donc, vous voyez ici, mon faisceau plus large a réussi à bien voir la première patte de chaise, mais il y a le problème justement du nombre d'échos. Pourquoi on ne retourne pas tous les échos? Ben, il y a une question de prix. Votre capteur qui retourne tous les échos, vous avez des lidars qui étaient utilisés, par exemple, lorsqu'on fait du vol en avion, là, pour les forêts, là, il appelle ça le full waveform, où il vous retourne, dans le fond, en fonction du temps, il vous retourne toute l'intensité lumineuse reçue. C'est le full waveform. Donc, vous avez un maximum d'informations, mais là, vous saturez votre algorithme d'information, ce qui n'est pas mieux. L'autre problème d'avoir un nombre variable de retour d'écho, c'est un problème de structure de données. Quand je retourne un seul écho, puis disons que j'ai 1000 mesures, ben, ça veut dire que j'ai tout le temps un vecteur de 1000 entrées. Si je retourne un nombre variable d'échos, là, ça devient compliqué comme structure de données à gérer. Ça veut dire que là, je suis obligé pour chaque retour d'écho de rajouter en plus c'est quoi son index de retour, puis c'est quoi l'angle, puis la quantité de données que je dois transiter sur mon réseau augmente, la quantité que je dois traiter après ça augmente. Puis quand vous avez un leader, on va en avoir là, qui sort 1,3 million de points par seconde, ben, à un moment donné, il faut commencer à couper les coins ronds en termes d'efficacité. Il faut être capable de dire, regarde, là, j'enlève l'information parce que je veux juste en sortir plus, puis rapidement. Donc, il y a toujours des compromis à faire. Donc, les points ne devraient-ils pas être des arcs de cercle du même angle que le beam? Effectivement, ils devraient être, mais la plupart des gens, lorsqu'on va illustrer nos images de points, on va prendre des points qui sont très petits. Sinon, ce qui va arriver, c'est que ça devient très difficile. On voit juste comme une espèce de masse très, très floue de trucs, alors que des points, c'est plus facile. Mais oui, effectivement, on devrait, si on mettait le point de la taille de la largeur du faisceau, là, ça donnerait une meilleure vue de l'environnement. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Si on regarde maintenant des spécifications pour un manufacturier, donc ça, c'est un lidar quand même peut-être une dizaine d'années. Donc, on voit, par exemple, la portée maximale 50 mètres. Lorsque j'ai une réflectivité parfaite de la surface, là. Donc, souvent, c'est une feuille blanche là, avec 0,9 de facteur de réflectance. Ici, vous voyez 10 de réflectivité. La portée maximale, c'est rendu 10 mètres. Donc, quand vous avez des voitures noires, par exemple, ben, la portée des lidars vont diminuer. Ici, c'est donc 270 degrés. Il ne fait pas un 360 parce qu'essentiellement, il y a une pièce métallique là, qui va tenir le miroir en haut ici. Résolution angulaire, donc vous voyez 0,5 degrés, 0,25, c'est programmable. L'erreur statistique, donc ça, c'est la variation d'une mesure à l'autre, c'est 40 mm. Puis l'erreur systématique, donc je peux avoir un biais de plus ou moins 30 mm sur ma mesure. Autre lidar, donc ça, c'est le Okio URG 04 LX. On en avait quelques-uns pour nos robots mobiles. On les a remplacés maintenant par des RP lidar. La raison étant qu'on en avait 6, puis on a 15 robots, fait qu'on a dit on a trouvé des moins chers, faisait le travail. C'est un lidar, donc une portée relativement limitée, 4 mètres. La raison, c'est parce que justement, il fonctionne par mesure de phase, mesure de différence de phase. C'est une raison pourquoi il coûtait moins cher que les autres. La technologie de mesure de phase est beaucoup moins dispendieuse. On donne aussi comme la résolution de 1 mm, scanning angle 240 degrés, de résolution angulaire, donc 0,36 degrés. Un des effets, je vous dirais des effets secondaires d'utiliser des mesures de phase. Là. Je suis capable de sortir mon marqueur ici. Je suis capable de faire un stylet. Ce que j'avais remarqué, c'est quand on a un mur, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, ces lignes-là, là, quand on a un mur plan comme ça, ignorer ces trucs-là ici, je ne sais pas d'où ce que ça vient. Bien, j'ai remarqué, disons que mon lidar est placé ici, là, ça avait tendance à faire des murs qui étaient un peu gondolés. Genre, je voyais le mur comme ça, là, je voyais un petit gondolement comme ça. Et ainsi de suite. La raison étant que les capteurs de mesure de phase ont tendance à être sensibles à l'intensité lumineuse reçue. Puis lorsque j'ai un rayon incident ici à 90 degrés, bien, la quantité de lumière qui revient est plus forte que lorsque j'ai un rayon qui est une incidence plus faible ici. Donc, ce n'est pas des capteurs qui sont parfaits, mais c'est la raison. Hein. En bout de ligne, là,
c'est l'argent qui parle. Moins vous payez cher, moins bonne sera la qualité d'information. Toujours garder ça en tête, là. C'est sûr qu'avec le temps, pour une même qualité de capteur, le coût va baisser parce qu'on en fabrique de plus en plus. Mais il reste qu'à une époque donnée, quand vous prenez un capteur moins cher, attendez-vous à avoir, à avoir moins de qualité. Le commentaire de Khalid ou de questions, ça peut se corriger en soft? Oui, ça se corrige. Mais ça devient compliqué parce que là, je dois avoir il faut que mon leader me retourne la quantité dans le fond, l'intensité lumineuse reçue. Si mon leader ne me le retourne pas, c'est plus difficile. Je peux toujours utiliser la géométrie de la scène en disant, par exemple, ici, quand j'ai une surface qui est perpendiculaire à mon faisceau, ben, je peux dire, ben là, je veux réduire légèrement la distance. Je pourrais faire ça. Mais pour être capable de mesurer cet angle-là, ici, donc je dois me servir des points autour. Donc, je m'utilise les points autour qui sont peut-être brutés pour trouver l'angle ici qui va être lui-même bruté pour faire une correction sur ma mesure. Donc, oui, ça peut se faire, mais ça ne sera pas très miraculé parce que je me fie sur des mesures elles-mêmes déjà corrompues pour faire ma correction. Mais oui, ça se fait. D'ailleurs, il y avait des caméras 3D, la compagnie PMD Tech, justement, avec une mesure de phase. Là. On le voyait bien, là, si on prenait un échiquier, là, des carrés noirs et blancs, là, on prenait une photo avec, là, on voyait vraiment une espèce de cannelure apparaître. Puis, effectivement, il y avait une procédure qu'on pouvait utiliser pour essayer de réduire ça. Mais on ne pourra pas l'éliminer complètement parce qu'on utilise nos mesures pour, après ça, estimer des biais pour, après ça, corriger ce biais-là. Ça devient... Parce que si on fait une erreur dans l'estimation du biais, ben là, on rajoute du bruit avec l'algorithme, ce qui est pas souhaitable. Effectivement, François. Donc, s'il nous dit qu'il y a un vrai gondolement, l'algorithme va nous faire... ça va nous faire mentir. Oui, effectivement. Mais on peut peut-être préférer tout de dire je vais déplacer le robot, prendre des mesures dans un autre angle, puis éventuellement, ça se peut que ça corrige le problème. Ou on paye plus cher pour on prend un capteur qui est de meilleure qualité. Quand je parlais tout à l'heure de capteurs à gros débit, le LiDAR Velodyne, donc un capteur qui était quand même assez révolutionnaire à l'époque, autour des années 2010. Là. Donc, on voit ici, dans le fond, là, c'est le LiDAR lui-même qu'on fait tourner. Avant, c'était un miroir qu'on faisait tourner. Là, c'est vraiment le LiDAR au complet pour avoir 360, pas de zone d'ombre. Donc, 64 LE, pourquoi 64? Parce que c'est un LiDAR qui est donc de 64 beams. Et, bon, je vais enlever ça. Oups, pardon. Enlever le pointeur laser. Donc, c'est littéralement 64 lidars placés sur une table tournante, si vous voulez. Puis, on les voit ici, rien, chacun des arcs de cercle, dans le fond, c'était un lidar 2D. Dans le fond, pour les combiner ensemble, dans le fond, ça nous donne 64 mesures pour chaque angle, comme ça. Bonne résolution angulaire, etc., etc., etc. Donc, ça tournait à peu près entre 5 et 15 Hz. Donc, quand même, on ramasse beaucoup d'informations. On ramassait 1,3 million de points par seconde. Là, ça veut dire que les ordinateurs derrière doivent être capables aussi de faire des calculs par rapport à ça. Mais c'est quelque chose ces lidars-là, Velodyne, ont vraiment beaucoup propulsé l'industrie de la voiture autonome, je vous dirais, là, entre 2009-2010 là, et peut-être aller jusqu'à quelques années. Les gens ont commencé à s'interroger beaucoup sur la pertinence d'un lidar rotatif comme ça, parce que, c'est pas très esthétique d'avoir ça sur le dessus. Deuxièmement, c'est une pièce rotative, donc mécaniquement, il peut y avoir des points de failure. Aussi, là, on parle d'un capteur de 75 000 là, c'est sûr que le prix baisse là, de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il y a des interrogations qui existent, à savoir la viabilité d'un lidar mobile, d'un lidar avec des pièces mécaniques mobiles pour l'industrie automobile. Effectivement, Julien, ce n'est pas des capteurs faits pour le Québec. C'est d'ailleurs les problèmes des véhicules autonomes ont beaucoup été pensés pour la conduite en Arizona ou en Californie, où la neige n'est pas très présente. Et on le voit justement, j'en parlais, la baisse du coût des capteurs en fonction du temps. Donc, vous voyez aussi une compagnie chinoise. Là, il y a probablement aujourd'hui 25 compagnies chinoises qui en font des lidars. Là. Donc, la compagnie Laishin, qui maintenant, pour en bas de 2000 $, vont vous fournir un capteur qui vous donne donc, ça c'était, je pense, un 16 faisceaux.
Je l'ai pas, j'ai oublié de le mettre ici en note, là. Donc, je pense que c'est un 16 faisceaux. Donc, on voit ici 320 000 points par seconde avec un seul écho, par exemple. Mais quand même une baisse de coût assez importante. C'est intéressant aussi à Québec, on a une compagnie qui développe un lidar de type, on appelle Solid State. Donc, c'est pas basé sur des pièces mécaniques. Et essentiellement, on va faire un balayage quand même de l'environnement, mais c'est des balayages qui sont faits avec des micro-miroirs, donc c'est pas des pièces qui sont réputées se briser. Et donc, c'est sûr que la résolution, pour l'instant, elle est relativement faible, mais on voit quand même des images, là, c'est peut-être, je pense, c'est 16 lignes par peut-être 200, donc une image de 16 par 200 qui nous permet donc de voir avec un lidar devant nous. C'est basé aussi sur une technologie qui est beaucoup sur le flash. On envoie un gros flash de lumière, puis après ça, on vient compter les photons en déplaçant donc un capteur là, via des micro-miroirs. Et l'objectif de ce genre de, 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 de capteur-là, c'est d'avoir un capteur qui est approprié pour l'industrie automobile, donc un capteur qui va coûter peut-être en bas de 100 $, mais surtout qui a une durée de vie qui est supérieure à la durée de vie moyenne d'une voiture, de sorte que lorsqu'on l'installe dans la voiture, on n'a jamais besoin de remplacer ce lidar-là. Alors qu'un lidar mécanique, probablement, il va falloir le remplacer 2, 3, 4 fois durant la durée de vie du système. C'est aussi probablement des systèmes qui sont moins sensibles au changement de température. Donc, Québec, qui est dans la course avec l'EDARTEC pour ces fameux capteurs de type Solid State. Pour nos lidars, donc nos lidars aussi, comme non seulement vont nous donner une distance entre du point d'impact, mais vont aussi souvent nous retourner une mesure de la réflectance de la surface, donc ce qu'on appelle souvent aussi l'albédo. Donc, c'est pas juste simplement la quantité de lumière qui revient, ils vont être capables de faire un calcul sur sachant la distance mesurée, sachant la quantité de lumière, donc je peux estimer à peu près c'est quoi le pourcentage de lumière qui a été réfléchi par la surface incidente. Et ici, un article qui est intéressant parce que justement, il utilisait essentiellement un lidar comme étant une espèce de caméra active où, dans le fond, il prenait juste la quantité de. Il faisait une image noir et blanc, mais de la réflectance des surfaces des objets. Et ça fait donc un système maintenant vous êtes indépendant de la luminosité ambiante. Donc, ça veut dire que l'apparence des objets ne change pas beaucoup en fonction de l'illumination du soleil, par exemple. Vu que vous n'utilisez pas le soleil pour, pour prendre, dans le fond, des mesures de, de teinte de gris des objets, vous utilisez carrément le lidar. Donc, c'est une possibilité d'utiliser un capteur actif de cette façon-là. Dans nos systèmes automobiles autonomes, souvent, il va y avoir une question de perception. Si vous vous rappelez, dans les différents modules, il y a un module de perception qui dit, à partir des mesures, trouve-moi la sémantique, donc les objets présents dans la scène. Et c'est un peu des défis. Parce que pour faire des cartes avec des lidars, ça va bien. Carte 3D, là, c'est quand même, ça va très, très bien. Mais pour détecter le type d'objet, ça, c'est plus difficile. Parce que vous voyez ici, ça, on a pris, dans le fond, des mesures lidar qu'on a transposées dans un espace cartésien. Là. Donc, on voit donc le capteur étant placé ici. Là, on voit peut-être le derrière du véhicule. Après ça, bon, ça, c'est le reste de l'environnement. Donc, ça a l'air d'être un mur. Puis là, c'est le sol. Mais on doit déterminer que ça, c'est une voiture, bien que beaucoup de parties sont manquantes. Parce que du point de vue de la voiture, d'où on était, là, on ne voyait que le derrière de la voiture. Donc, c'est quand même assez difficile. Et ça, c'est pour un objet qui est quand même relativement proche. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de points sur le véhicule. Quand votre véhicule est situé à 40, 50, 60 mètres, ben, ça se peut que vous ayez juste une vingtaine de points d'impact sur le véhicule. Ça devient difficile un peu à mesurer, à estimer c'est quoi le type d'objet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va utiliser souvent les caméras étant beaucoup plus denses et riches en information. On va souvent les préfère pour venir trouver la sémantique des objets. Aussi, la caméra elle est sensible à la couleur des objets, alors que le lidar lui, n'est sensible qu'à l'albédo de la surface en termes de quantité d'énergie réfléchie pour une longueur d'onde précise. Le radar quand même qui a fait son entrée dans les véhicules depuis un certain nombre d'années, surtout utilisé pour les cruise control intelligents, les prédictions pas les prédictions, mais les préventions de collision avec une espèce de freinage automatisé à partir des informations du radar. Donc, vous avez ici la compagnie Delphi, là, un radar. Ça va utiliser des fréquences radio de l'ordre entre 1 et 12 GHz.
Pourquoi on les utilise? Parce qu'ils sont peu affectés par la pluie, le brouillard, la poussière et la fumée. Donc, essentiellement, l'énergie du radar va traverser ces, euh, ces contaminants-là qui vont affecter, par exemple, le lidar ou affecter la vision normale. Et un peu comme le sonar, là, on va envoyer une impulsion énergétique, puis on va attendre un écho. Et encore là, on a le phénomène de la largeur du beam. Là. Notre radar, on peut, de par la fabrication même du radar, là, on va être capable d'avoir des radars avec des faisceaux qui sont relativement étroits. Ça va donc, ça va des radars qui vont en général être privilégiés pour des longues portées. Donc, si vous êtes l'autoroute, par exemple, sachant que les rayons courbeux des autoroutes sont relativement grands, là, donc c'est un lidar qui va vous aider, par exemple, à faire un cruise control intelligent en pouvant mesurer la position des voitures. Et vous en avoir un peut-être un peu plus large pour les collisions là, à plus courte vitesse, peut-être en ville. Donc, qui va prendre plus large. Aussi, un avantage du radar par rapport au lidar, par rapport aussi aux caméras, c'est il va y avoir l'effet de Doppler. C'est comme ça, d'ailleurs, les policiers peuvent vous donner des amendes, hein, des procès-verbaux, des contraventions. Là. C'est avec l'effet de Doppler. Donc, lorsque le radar frappe un véhicule, comme le véhicule se déplace, ça va venir légèrement modifier la fréquence de l'écho, donc du signal de retour. En mesurant la différence de fréquence entre le signal émis et le signal reçu, on peut estimer la vitesse du véhicule. Donc, c'est intéressant ici, je vais avoir non seulement la position du véhicule devant moi, mais je vais aussi avoir sa vitesse relative par rapport à moi, ce qui n'est pas le cas du lidar. Et rappelez-vous, je pourrais estimer la vitesse du véhicule à partir de plusieurs mesures lidar, mais donc pour partir d'une position à aller vers une vitesse, je dois faire une opération de dérivée et quand je dérive, j'augmente le bruit. Donc, l'estimé de vitesse à partir d'un lidar, le bruit va être relativement élevé. Alors que sur un radar, c'est une mesure directe du changement de fréquence. Donc, c'est une mesure qui va être peu bruitée sur la vitesse relative du véhicule. Donc, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Le radar est intéressant à ce niveau-là. Par contre, le signal du radar est relativement difficile à interpréter. Comme vous l'avez vu, le sonar, c'était des cartes qui étaient relativement floues. Le radar a un peu le même problème. Euh, et surtout avec la présence d'objets métalliques dans la scène, des panneaux de circulation, des garde-fous sur les viaducs, tout ça va avoir tendance à créer des interférences au niveau des signaux de retour qui peuvent confondre les algorithmes qui vont venir traiter l'information du radar. Donc, oui, certaines utilités, mais difficile d'interpréter, un peu aussi, comment je dirais-je, capricieux comme information. Et c'est une des raisons qui a encouragé Tesla à justement débrancher les radars de ces véhicules. Donc, l'année passée, donc le 14 juin, euh, donc essentiellement, Tesla a décidé de ne plus utiliser le radar pour la conduite autonome, euh, précisément parce qu'il y avait trop de problèmes de signaux difficiles à interpréter, notamment des espèces d'images fantômes où le radar, essentiellement, s'accrochait sur on se dirige vers un viaduc, là, puis comme je disais, le garde-fou en métal, là, puis le radar avait tendance à focusser, par exemple, sur le garde-fou en haut, non pas sur les voitures à l'avant. Donc, il n'arrivait pas à distinguer, à savoir est-ce que c'est une voiture qui est immobilisée sur l'autoroute ou c'est le garde-fou du viaduc qui était détecté. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient besoin du radar sur leur voiture pour l'enlever. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, Tesla utilise leur voiture. Quand vous achetez une voiture Tesla, essentiellement, vous ne le savez pas, mais vous contribuez au développement technologique parce que Tesla envoie du code sur votre voiture pour ramasser de l'information. Après ça, c'est envoyé à la maison mère, puis ils le traitent. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, pendant probablement plusieurs années, ils ont programmé les voitures en disant si tu rencontres certaines conditions, par exemple, la caméra détecte que beaucoup de neige sur la route, du brouillard, puis que le radar obtient tel signal, enregistre l'information, puis envoie ça à la maison mère. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décortiqué ces signaux-là. Ils ont créé des jeux de données d'entraînement. Et ce qu'ils ont fait, ils ont demandé essentiellement à un algorithme, prend une image d'une caméra, simule le signal d'un radar, OK?
Puis, à force de faire de l'entraînement, ils ont réussi à venir atteindre les performances d'un radar à partir d'une caméra. Donc, à partir d'une information visuelle, de prédire ce qu'un radar verrait. Et éventuellement, ils ont dépassé les performances d'un radar parce que tous les problèmes d'artefacts d'écho à cause des viaducs et tout ça, pour le radar, pour la caméra, c'est pas un problème. Éventuellement, la caméra a dépassé les performances du radar pour les conditions de neige et tout et tout. Et là, ils ont dit, ben, simplement, voilà, on peut débrancher maintenant les radars de l'autopilote. Donc, mais ça n'aurait pas été possible si le radar n'avait pas été installé au préalable dans les véhicules, parce qu'il y avait besoin des données pour pouvoir faire cet entraînement-là. Donc, l'importance ici, les capteurs nous aident à comprendre le monde. C'est vraiment une composante essentielle donc, au système intelligent.